Sur la dette sociale, j'avais noté le chiffre de 14,9 millions d'emprunts émis par la CADES en France. 36% sont possédés par des gens venus d'Asie, 25% par des Britanniques. En gros, les Français ne sont pas propriétaires de la dette. Contrairement aux Japonais, par exemple, qui, eux, sont en grande majorité propriétaires de leur dette. Ce qui fait qu'ils ont un lien d'intérêt suffisamment fort pour ne pas avoir envie de plomber leur propre système. Alors que nous, si on l'a laissé exfiltrer, des gens peuvent spéculer sans se poser la question de qui payera les conséquences de ces spéculations. Alors on s'est posé la question de savoir comment on pouvait, en tant qu'individu, acheter de la dette sociale. Voilà. Et on achoppe là-dessus, on ne trouve pas un moyen de le faire seul. En fait, on pense qu'il faut un paravent ou une structure qui porte. Mais... Ce qui après amène d'ailleurs, il y a des choses qu'on peut faire, mais ça demande une énergie assez démesurée. Quand on parlait tout à l'heure des mutuelles, on s'est rendu compte qu'il existe encore une vingtaine, contrairement à il y a 70 ans où il y en avait peut-être 200, des pharmacies mutualistes, par exemple. Il y a des mutuelles municipales, il y a des choses comme ça, des objets qu'on a complètement oubliés, qui nous permettraient de compenser certains des dégâts capitalistiques qu'on peut voir dans le processus. Mais c'est lourd à mettre en place. C'est effectivement très lourd. Et même les pharmaciens mutualistes qu'on a contactés, ils dépriment un peu. Déjà, ils n'arrivent pas c'est là où tu parlais tout à l'heure d'éducation populaire, et c'est pas totalement faux. On s'attend, quand on va dans une pharmacie, à trouver un étal joli avec plein de néons, un truc un peu standard, qui coûte relativement cher. Quand on est pharmacie mutualiste, on n'investit pas beaucoup sur cet aspect-là, ce qui fait qu'elles ont l'air peut-être poussiéreuses, un peu vieillottes. Alors les gens y vont un peu moins, ils disent moi, ça a l'air un peu pourri là-bas, donc j'y vais peut-être pas. Et alors que finalement, ce sont des objets qui sont relativement faciles, qui seraient faciles à mettre en place si on cultivait une espèce de culture collective comme ça. Mais on part de tellement loin, quand on voit que même nous, on ne savait pas si on était dans une assurance ou dans une mutuelle ou dans un institut de prévoyance. On se dit, mais comment, ne serait-ce que regrouper 100 personnes à l'échelle d'une commune et parler un discours... En plus, et puis tout est ésotérique et est fait pour ça, si vous voulez. C'est rebutant. Quand on plonge là-dedans, il faut vraiment être motivé, parce que c'est des mots-clés qui... Je sais pas, les caisses, les différentes aides, les différents... Mais, à un moment, on a fait des trucs un peu pédagogiques dedans. Donc, si vous jetez un œil, vous verrez qu'il y a des passages où, ne serait-ce que réexpliquer ce que ça veut dire libéral, par exemple. Il y a libéral au sens philosophique, vous avez libéral au sens économique, vous avez libéral au sens de profession libérale, et c'est pas les mêmes mots. Bon, qu'est-ce que c'est que progressiste, conservateur, gauche, droite? Voilà, on a fait des trucs qui sont relativement simples pour que n'importe qui part avec un niveau vraiment de base sur le plan politique puisse s'y retrouver. Et on a fait des trucs assez pédagogiques, mais qui étaient salutaires pour nous. On a pris des fiches de paye et on a regardé en fait chaque ligne, à quoi correspond chaque ligne. Et en le faisant, on est devenu fiers. C'est vraiment le sentiment qu'on a eu. On s'est dit tiens, mais en fait, je finance ça. Ah mais là les 15 balles qu'on m'a retirées, ça représente cette structure, ça fait cette aide pour des structures pour des personnes souffrant de handicap, ça fait cette aide pour... Fantastique. En fait, il y a de quoi se réapproprier un truc assez positif, alors que la plupart de mes amis, même cultivés, ils me disent bon, j'ai acheté ton livre, mais j'ai pas trop envie de le lire parce que moi, tu sais, les trucs administratifs, j'ai peur. Alors, je me demande si le format livre pour ce genre on parlait de ça juste avant de commencer cette présentation, ne pourrait pas se décliner autrement, très franchement. Soit sous format vidéo avec des dialogues incarnés, peut-être par des gens du théâtre, ou que ça devienne vivant, qu'on donne des exemples de processus de réappropriation par... je sais pas comment une pharmacie mutualiste se monte à un endroit, on explique exactement le mode d'emploi et n'importe qui peut réapproprier l'objet. Mais il y a des choses qu'on n'a pas tranchées. Et on parlait des problèmes moraux tout à l'heure. Il y en a encore d'autres. Hein. Il y en a un qui est facile, pour nous relativement facile à trancher, parce qu'il y a quand même là assez d'argent a priori pour le faire. C'est les inégalités qu'il y a dans l'accès aux aides. Et nous, on est sidérés par le cas de la Réunion, mais pire encore de Mayotte, par exemple, où les droits, c'est juste scandaleux. On a fait un article avec un étudiant de Sciences Po là, sur toutes les différences de droits qu'il y a entre un métropolitain et quelqu'un de Mayotte, sauf que pour attirer le chaland, pour que les gens lisent l'article, on a titré sur la Lozère. Non, c'est sur quoi? Je crois, non, j'ai pas pris l'Ardèche parce que c'est trop près de chez nous, alors on allait se faire engueuler. Alors, on a pris la Lozère un peu plus loin. On a dit c'est scandaleux, en Lozère, il se passe ça. Le
RSA est moitié moindre, les gens sont pas couverts, il y a un seul centre hospitalier pour je sais plus combien de milliers de personnes. Et à la fin on dit ah excusez-nous, petite erreur. En fait c'est pas la Lozère mais c'est Mayotte qui est française depuis plus longtemps que la Savoie d'où tu viens. Non pardon tu viens de Haute-Savoie c'est vrai. Pardon excuse-moi pardon c'était pas pareil. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme problème qu'on a remarqué? Il y a des métiers qui... Pour enrichir sur sur la fierté, quand on détaillait quand même ce que ça finance, un exemple typique, c'est la journée de solidarité. Je ne sais pas si on travaille tous un jour férié, voilà. Et en fait, moi, quand j'en discute autour de moi, tout le monde n'a pas envie d'y aller travailler cette journée-là. Parce qu'en fait, on leur a dit, c'est la journée pour les vieux. Alors déjà, les vieux, c'est une catégorie assez floue quand même. Et en fait, ça finance précisément une caisse qui a des missions hyper précises. Et dans ces missions-là, il y a financer l'autonomie, financer tel type de structure qui accueille des personnes âgées dépendantes. Je pense qu'en fait, si déjà on avait dit, en fait, ça finance pas les vieux, parce que les vieux, je sais pas, on a l'impression de Liliane Bettencourt, quoi. Et on se dit, je vais travailler pour ça, quand même. Si on dit non, en fait, vous financez et l'argent va dans telle caisse qui s'occupe de ça, ça, ça et ça, je pense que les gens seraient contents d'y aller. Enfin, moi, quand je l'ai découvert, c'était juste avant de... Je me suis dit, bah, c'est cool, demain, je vais travailler pour ça, quand même. Et vraiment, je pense qu'il y a un petit souci de pédagogie avec ça. Et l'autre point, c'est qu'on a travaillé, et ça commence à être à la mode aussi sur les établissements pour les personnes âgées. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers reportages, par exemple, sur les EHPAD. En fait, on retrouve exactement la même logique. C'est-à-dire que vous avez des établissements d'accueil de personnes âgées qui sont parfois mutualistes, qui sont parfois sous forme associative, puis qui sont parfois privés, avec des groupes d'ailleurs cotés en bourse. Voilà. Et du coup, on retrouve exactement la même logique, avec d'ailleurs des soignants qui sont payés par une enveloppe particulière de la part de l'État, et puis la partie hôtelière qui est payée par le groupe privé. Et en fait, bah voilà, ce qui est un peu frustrant, c'est que la logique se répète un peu partout. Voilà. Aussi peut-être un moyen de contourner le dogme qu'on ne peut pas augmenter les cotisations sociales. Donc c'est ça le danger. C'est un moyen de remplir quelques caisses. On n'augmente pas les cotisations sociales, mais on sait bien qu'on en a besoin. Moi, je ne sais pas du tout votre avis sur la journée de solidarité. Moi, je suis tout à fait opposé. Il suffit qu'on a besoin de fonds supplémentaires, on cotise de manière plus importante. C'est une autre façon de faire, il a été décidé pour la retraite de bloquer, c'est dans les années 70, si je ne me trompe pas, qu'on ne cotise plus davantage pour la retraite. C'est à partir de ce moment-là que les caisses de retraite ont commencé à avoir des problèmes. Sur le coût de la santé, je reviens un petit peu en arrière tout à l'heure. Il y avait une étude d'une structure qui vient du Congrès américain qui avait conclu que l'augmentation des coûts de santé n'était pas liée avant tout au vieillissement de la population, mais surtout aux coûts exagérés, extrêmement élevés, des nouveaux médicaments et des nouvelles techniques d'exploration. Et quand on voit justement à propos du médicament contre l'hépatite C, comment le prix du médicament a été fixé, c'est saisissant. C'est-à-dire qu'on fixe un coût très élevé, sachant que le système de protection sociale le prendra à son compte. Et ça risque de mettre le système de protection à genoux. Donc c'est bien plus important. C'est pas seulement la protection sociale en tant que telle, c'est un système économique global. Et pour la dette, on peut comparer simplement la dette de la Sécu au sens large et la dette de l'État. À combien est le budget de la Sécu, à combien est le budget de l'État et comment sont les dettes. Ce qui confirme que la Sécurité sociale se débrouille beaucoup mieux que l'État. Pas si mal. Pas si mal. Après, on est d'accord sur le... je suis d'accord avec le fait qu'en fait, il faudrait augmenter le taux de cotisation, mais ce que je voulais dire, c'est avec un état de fait, on me fait travailler un jour de plus, ils auraient quand même pu mieux l'expliquer. Quand bien même, ils auraient pris ça comme décision, quoi. C'est ce que je voulais dire, mais sur le fond, on est d'accord. Après, il y a un autre paramètre à prendre en compte pour l'augmentation du coût de la santé, qui est à mon avis aussi en lien avec l'éducation des gens, c'est l'augmentation du nombre d'actes de ce qu'on appelle la médecine défensive. En fait, énormément d'actes médicaux maintenant ne sont pas guidés par le besoin du patient, mais par le fait que si le médecin ne demande pas cet acte, il prend un risque sur le plan juridique au cas où il y a quelque chose qui se passe mal.
Alors, les chiffres que j'ai, mais j'ai pas trouvé beaucoup de données scientifiques dessus. On estime que c'est 30% des actes qui sont des actes de type défensif. C'est-à-dire, je vais demander une imagerie parce que si jamais je me suis trompé, du coup, j'ai quand même un élément qui me permet de me défendre. Mais après, c'est une évaluation qui est un peu subjective comme ça. En tout cas, il y a de plus en plus, et de plus en plus pourquoi ? Parce que on est quand même passé d'une logique où les gens devaient... une logique de moyens, une logique de résultats. Et pour le patient, c'est pareil. Le patient, il n'attend plus que le médecin le prenne en charge et fasse ce qu'il faut pour qu'il aille mieux. C'est qu'il attend d'aller mieux. Et s'il ne va pas mieux, ce sera de la faute, généralement, du médecin ou du système, quoi. Donc là aussi, je pense qu'il y a une forme un peu de... je ne sais pas si c'est de l'éducation, mais en tout cas... de réapprendre aux patients. Puis il y a la même chose sur des choses qui ne sont pas défensives, mais pendant très longtemps, si vous allez chez le médecin ne vous donnait pas de médicaments, c'est un mauvais médecin. Vous voyez, il y avait une forme de représentation que le médecin devait trouver une solution chiffrée quand même. Ce qui est moins, à mon avis, un peu moins vrai maintenant, mais je pense que ça change, mais c'est ma perception des choses. Maintenant, si le médecin a donné des bons conseils, on considère qu'il a quand même fait son travail, quoi. Sur le plan systémique, ce que vous abordiez là sur la question des médicaments, dedans, quand on a hasardé notre point de vue, on est un peu passé pour des bolivariens au moins, mais il nous semble que il n'y a pas besoin d'être un marxiste jusqu'au trognon pour penser que le laisser à la sphère marchande la gestion de la santé n'a aucun sens. Et on ne serait pas ennemi de l'idée d'une... Alors, à quel niveau étatique ou au niveau international ? Le mieux serait au niveau international, mais une réquisition de tous les laboratoires pharmaceutiques. La formation de ces gens a été faite par l'État. Il est légitime que les fruits produits par ces labos soient récupérés par la communauté, à prix coûtant, ou le moindre possible. Et donc, il m'arrive de me réveiller la nuit en ayant rêvé que dans 100 ans, quand ils verront qu'on avait laissé à des intérêts privés de tels choix, on sera aussi ridicule que nous, on regarde les esclavagistes, quoi. Enfin, mais il y a quand même des forces en présence assez armées. Il y avait eu une étude aussi sur les dépenses et les coûts des laboratoires, où les dépenses de recherche étaient minimes par rapport aux dépenses de communication, de publicité et de rachat d'actions. C'était beaucoup moindre. Donc quand on nous dit que c'est le coût de la recherche qui fait que les médicaments sont plus élevés, c'est faux. C'est faux. De la même manière, on commence à avoir de bons arguments pour dire que les mesures de protection des propriétés intellectuelles, en fait, n'est pas du tout facteur d'innovation, au contraire, parce que ça a même plutôt l'air d'aller dans l'autre sens, en fait. Ce que vous nous avez raconté sur le prix de ce médicament pour l'hépatite C, donc je suppose que les personnes qui sont dans les instances de la sécurité sociale et qui agréent les prix, qui donnent leur accord sur les prix, étaient également au courant de la façon dont le prix avait été fixé. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a une relation de proximité entre ces personnes et les labos ? Je peux pas l'affirmer. Non, c'est multiparamétré. Je peux pas l'affirmer. L'autre point, c'est qu'eux sont en charge de la négociation du prix auquel l'assurance maladie va acheter le médicament. Et en fait, dans ce cas-là, c'est quand même un cas un peu particulier, parce que c'est soit on l'achète pas et on l'a pas et les gens meurent en France d'hépatite C, soit on admet de se plier au prix qui est fixé. Alors, du coup, j'imagine que ça a quand même donné lieu à certains dilemmes. Après, est-ce qu'ils s'apercevaient que le prix était exorbitant ? Oui. Exorbitant, mais est-ce que 50 000 euros, c'est beaucoup pour sauver la vie de quelqu'un, en fait ? C'est une autre forme c'est une manière de présenter la question qui est un peu différente. Ce qui ne va pas, c'est qu'ils ne sont pas justifiés, ces 50 000 euros. Mais vu qu'on a quand même admis que un traitement pouvait être la propriété privée d'un groupe et qu'on ne remet pas en cause le fait que cette propriété doit être rémunérée par un prix qui est fixé par le... Voilà, on a le même problème avec le prix du médicament et le prix des génériques.
voyez, alors, par exemple, il y a des lois maintenant qui autorisent, dans le cas des pays en voie de développement, en Afrique par exemple, de développer un générique alors qu'il est encore sous protection industrielle, la molécule déposée. Au passage, on fait ça que pour les trucs contagieux, hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vraiment les soigner, on veut surtout qu'ils ne nous le passent pas. Donc, voilà, ça se discute un peu, mais du coup, il y aurait quand même des moyens de contourner. Après, est-ce qu'il y a des collusions? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. C'est un monde. Ils ne sont pas rendus publics. C'est pas public. On sait pas. Nous, on a cherché. On n'a pas vraiment trouvé qui est dans les groupes de négociation des prix des médicaments, par exemple. Vous voyez, il semblerait que ce soit quand même des agents publics. Mais il y a un autre exemple édifiant pour les prix des médicaments, c'est le traitement de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a un laboratoire à Novartis qui a mis au point un médicament. C'était, quand il est sorti, 1200 ou 1300 euros de l'injection. C'est une infiltration, une injection à faire dans l'œil. On peut en avoir plusieurs. Enfin bon, c'était 1500, 1200, à peu près 1200 euros. On s'est rendu compte peu de temps après qu'il y avait un autre médicament qui était utilisé dans le cancer, qui était utilisé contre la multiplication des vaisseaux sanguins, en gros en antivasculaire. Ce médicament, quand on le reconditionnait pour le faire en injection intravitréenne, ça coûtait 50 euros. Le problème, c'est que ce médicament était fabriqué par une filiale ou un laboratoire qui avait été racheté par Novartis. Il y avait un conflit d'intérêts et ça a été discuté en assemblée générale où il a été décidé de surtout ne jamais développer ce médicament moins cher dans ce traitement. C'est une position du laboratoire. À peu près à la même époque, la ministre de la Santé en France a rappelé qu'on ne devait pas utiliser un médicament hors indication et a donc interdit aux centres de santé d'utiliser ce médicament moins cher à la place de celui qui était plus cher. Donc, surprenant. Après, on a des données maintenant, par exemple, sur des molécules qui arrivent en fin de vie pour une indication pathologique particulière. Et on se retrouve sur le plan épistémologique, c'est intéressant, avec parfois des créations de catégories de malades qui ne répondent pas à des critères médicaux, mais qui répondent en fait à des indications d'un traitement qui est sur le marché et pour lequel il faut trouver un débouché. Donc vous avez un bon livre qui s'appelle Les inventeurs de maladies de Georges Bloch, je sais pas comment on dit, Bloch, et qui détaille comme ça tout un ensemble de pathologies qui sont des pathologies créées, on va dire, parce que l'industrie pharmaceutique avait besoin de trouver des débouchés à certains traitements. Voilà. Vous avez un cas typique, c'est l'hyperactivité. Les formes d'hyperactivité des enfants qui en fait répondaient initialement, il le décrit bien dans son livre, à la nécessité de trouver un débouché à un médicament qui avait perdu en fait sa part de marché. Voilà, il y a des gens qui ont aussi décrit la création des critères sur la fibromyalgie liés à la nécessité de laboratoire de replacer certaines molécules aussi. Ce qui n'enlève rien, faut bien le noter, au fait que potentiellement la catégorie de ces patients souffre effectivement et qu'on aurait de bonnes raisons de penser que c'est une catégorie nosologique. Mais là, la manière dont ça s'est créé pose question quand même. C'est lors d'un congrès organisé par un laboratoire dans lequel il fallait trouver des signes cliniques recoupant les malades, on va dire. La Complia aussi est un bon exemple. On a fait en sorte d'appeler le petit ventre que prennent les hommes à partir de 40 ans, on l'a pathologisé sous le nom de syndrome de la bedaine. Et un médicament s'est vendu sur ça, faisant un petit scandale. Il y en a un paquet de cas comme ça, de création artificielle de pathologie à des fins mercantiles. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur le prix du médicament à 1200 euros pour l'injection, là. Enfin, il ne faut pas se leurrer, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, l'alcool et tout ce qu'on veut, ils ont des lobbyistes. On a quand même depuis au moins 30 ans, depuis Mitterrand, parce que la création de la dette de la Sécu, si ma mémoire est bonne, ça remonte à Mitterrand, où il y a eu un chantage des grosses entreprises, justement,
pour dire on baisse ces fameuses charges qui sont que des cotisations sociales. Sinon, on délocalise ou on supprime de l'emploi. Bon, ça fait 30 ans que ça dure. Tous les gouvernements successifs de droite et de pseudo-gauche marchent dans le même système. Hein. On sait que tout ça, c'est du baratin. Et en fait, il y a juste une solution, c'est pas une pétition. Il faut juste sortir du système capitaliste dans lequel on est en train de nous enfermer de plus en plus. C'est-à-dire que tant qu'on aura des lobbyistes, tant qu'on aura des gouvernements, et le pire, je crois que c'est celui actuel, qui sont à la botte du MEDEF, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, il est juste en train d'appliquer, M. Macron, le programme du petit livret bleu du MEDEF. Voilà. Et en fait, tant qu'on aura cette collusion entre grand patronat et gouvernement, on ne pourra pas changer de système. Le plan santé que M. Macron vient de dévoiler, enfin, c'est de la, comme il avait dit une fois, de la poudre de perlimpinpin. C'est ça. C'est-à-dire que effectivement, on baisse le taux de T2A. Il fallait le supprimer complètement. On a vu le système mortifère pour les patients, mais aussi pour les soignants dans les hôpitaux. Je travaille à l'hôpital de Versailles. Hein. Et en l'espace de 15 ans, le système de santé a complètement changé. C'est devenu une marchandise. C'est une marchandise, le soin. C'est-à-dire que vous allez dans les instances et on vous parle de part de marché, le coût. C'est ça, c'est rien d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, malheureusement, on va laisser... Alors, quand on peut faire du soin, par exemple, pour éviter un escar, on va le faire. Sauf que c'est plus rentable de soigner un escar que de faire du soin préventif. Les infirmières thérapeutiques disparaissent dans les hôpitaux parce que c'est pas financé. Voilà. C'est tout un système et en fait, effectivement, on est dans une dérive et le plan Macron aurait dû dire comment on fait aujourd'hui pour établir déjà les finances des hôpitaux. La PHM, je crois que de mémoire, c'est 1 milliard d'euros de déficit cumulé. L'hôpital de Versailles, on est à plus de 100 millions d'euros. Enfin, tous les hôpitaux sont dans le rouge. Il n'y a rien là-dedans. Dans son plan, il n'y a rien. C'est juste de la com. On est dans la continuité des lois Bachelot, des lois Touraine. Il n'y a rien du tout. Ce n'est que de la com. Et il n'y a rien, en tout cas, pour l'hôpital public. Le plan de financement de sécurité sociale, enfin le projet qui est actuellement au débat à l'Assemblée, c'est 1,2 milliard en moins pour les hôpitaux. Soit, grosso modo, 30 000 infirmières en moins. Enfin, on va où? Comment on va faire pour soigner les gens plus tard? Est-ce qu'on veut continuer à avoir des collègues qui se suicident parce qu'elles n'en peuvent plus de travailler dans ces conditions-là? Et je rappellerai juste une chose, quand on parle des hôpitaux, c'est pas uniquement l'infirmière, l'aide-soignante, le médecin. Il y a à côté tous les administratifs qui font la prise en charge administrative du patient, les assistantes sociales, les services d'admission, tout ce que vous voulez. Vous avez tous les services techniques qui concourent à réparer le lit qui va être en panne, enfin tous ces trucs-là. Un soin, enfin les gens, quand on parle, moi en tout cas, quand on parle d'hôpitaux, c'est un ensemble de métiers. C'est pas uniquement l'infirmière et l'aide-soignant, plus la SH, voilà. Et tous ces métiers, on est en train d'externaliser. Voilà, le problème, il est là. Je ne suis pas sûr que ça appelle une réponse, mais... Pour sortir du capitalisme, je crois qu'il y a un article dans ce mois-ci qui montre la difficulté quand même de s'extraire de toute la nasse des traités dans lesquels on s'est mis. Donc on est d'accord. Enfin, dans lesquels on s'est mis ou dans lesquels on nous a mis. Voilà. C'est vrai, t'as raison. Parce qu'on n'a pas eu bien le choix. Oui, et quand on nous l'a demandé... on s'est assis sur notre réponse. Oui, une question chiffrée, puisque vous avez beaucoup gratté dans beaucoup de domaines. Au point de vue financier, la dame tout à l'heure suggérait une pétition pour les entreprises ou les boîtes qui ne payent pas alors qu'elles pourraient les cotisations. Ça, c'est pour l'histoire du trou de la Sécu. Il se trouve que les cotisations, il y a un argument politique aussi. Alors, donc, première question, effectivement, est-ce qu'on connaît à peu près la proportion de ce qui pourrait être récupéré ou qui devrait l'être en cotisation employeur, et maintenant en cotisation salariée, depuis le 1er octobre, on a un argument politique qui apparemment qui plaît beaucoup, c'est qu'on a supprimé des cotisations sur les salaires. Donc il y a cet aspect politique, il y a une volonté qui visiblement passe bien dans le public, puisque je vois pas beaucoup de réactions, je vois pas beaucoup de salariés en train de gueuler parce que on leur a supprimé la cotisation. Je suis d'accord avec ça. Deux choses. Je crois que le chiffre, c'est 89 milliards
qui C'est est le chiffre de l'an dernier, quoi. sur l'évasion fiscale. Cette année. Non, c'est quand on avait fait le bouquin, quoi. C'est- Enfin, en tout cas, de cotisations non. manque Ben, de gagner. là, ça intégrait ce qu'ils appellent l'évasion fiscale, c'est-à-dire aussi ceux qui vont payer leurs cotisations à l'étranger quand, en fait, l'activité est, de mémoire, c'est plus de 22 fois le déficit de la sécurité sociale, en fait. Hein. Donc, en fait, il y aurait moyen de le financer. Après, sur l'histoire du fait que les gens sont contents parce qu'on va leur baisser leurs cotisations, c'est ce que je disais, c'est que je crois qu'en fait, vu que la manière dont c'est présenté, c'est est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on baisse les cotisations? Tout le monde est d'accord. Si on formulait, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on baisse les prestations sociales? Et c'est en baissant vos cotisations qu'on va avoir cette baisse des prestations sociales. Les gens répondraient peut-être pas aussi favorablement. Et là encore, on a réussi quand même des tours de passe-passe assez intéressants, hein, parce qu'on a réussi à faire croire aux gens que baisser les cotisations patronales, ça les concernait pas vraiment, parce que c'était le patron qui payait les cotisations. En fait, il le paye sur quoi? Sur le salaire super brut qu'il nous donne. Donc c'est quand même, si vous voulez, on nous demande pas à nous si on veut venir prendre dans notre poche. Donc ça pose quand même un certain problème. Donc il y a cet aspect-là. Et il y a un élément qui m'échappe. Moi, j'ai retrouvé un chiffre. La semaine dernière, je regardais ce qu'on retire au repas collectif par les dérogations fiscales diverses et variées. Pour 2017, c'était 89,9 milliards d'euros. Là, c'est 100 milliards 4. En 2018, c'est supérieur à la somme de l'impôt sur le revenu, plus l'impôt sur les sociétés, plus l'impôt sur la fortune. C'est 26,44 fois plus que le déficit de la Sécu. Bon, ça va, il y a des solutions, quoi. Ce qui amènerait à trancher dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des choix qui n'apparaîtront plus. Il y a assez Après, d'argent. les arguments sont toujours les mêmes. C'est un chantage à l'emploi. C'est le fait que, du coup, il y aura ce qui du coup, questionne le fait d'avoir quand même assis une grosse part du financement de la protection sociale sur les revenus du travail. Et en fait, on aurait potentiellement pu trouver des sources de cotisation ou de prélèvements ailleurs, quand même. Et puis surtout, pour le coup, moi j'aimerais qu'on me démontre que les gens vont délocaliser. C'est pas si évident que ça en fait, hein, et c'est toujours en médecine, on fait toujours un rapport bénéfice-risque. En fait, on pourrait le faire là aussi, hein, parce que quel bénéfice on a, quel risque on prend vraiment à prendre ce genre de position. Après, je pense que pour le coup, les mesures seraient impopulaires auprès des sphères qui sont influentes auprès des personnes qui prennent ces décisions. Donc je pense que c'est de là que vient une partie du problème quand même. Après, il y a même un truc qui nous a mis en colère, pour tout vous dire, sur l'histoire de cotisation et de charges sociales. Nous, on est des agents publics. Hein. Sur la fiche de paye de Richard, c'est marqué charge quand même. Vous vous rendez compte? J'ai écrit 3 fois pour que ça change. On est des agents Ça change publics. C'est la direction des services fiscaux qui marque charge patronale et charge salariale. Ça pose question. J'en ai pas là, mais c'est étonnant. Hein. Oui, donc c'est bien idéologique, hein, c'est très clairement Mais idéologique. je pense que c'est idéologique et c'est devenu en fait. C'est une ancré, bataille. C'est ancré, c'est-à-dire idéologique. que même quand je parle avec des gens qui sont loin d'adhérer au système libéral capitaliste, en fait, eux aussi utilisent le terme de charge et eux aussi considèrent que baisser les charges c'est une bonne idée pour l'emploi en France. Sauf que quand ils sont malades, ils sont contents d'aller à l'hôpital malgré tout. Ben ouais, parce qu'ils pigent pas qu'en fait. Non, on ne voit pas le lien.